parce que, simplement parce que je n'ai pas eu le temps d'aller jusqu'au bout de mon travail, et je le regrette vraiment parce que cette question du droit de mourir, dans son caractère extrêmement problématique, est une question absolument importante, voire décisive, et en tout cas par rapport, marque vraiment la distance très, très grande de Jonas par rapport à ce qu'on vient d'entendre concernant Heidegger. Je reviendrai un peu moi-même sur certaines pages, en particulier du paragraphe 49 de Les Traitants. Donc je vais faire quelques considérations en présentant un plan que je n'ai pas suivi, mais que je suivrai parce que je compte bien achever ce que je n'ai pas achevé pour cette circonstance. Donc, il y a un caractère extrêmement problématique de cette notion de droit de mourir. Et j'essaierai de vous montrer pourquoi droit de mourir est une notion plus que problématique. Il est intéressant cependant que précisément, pour un auteur qui récuse la conception du Dasein, qui pas été gagné pour mettre pour la mort, revienne la question du droit de mourir. Comme si un sujet pouvait avoir, pour lui-même, on verra quelques implications, un droit de s'éliminer lui-même, ou de demander à ce qu'on le secoue. Donc je voudrais insister sur quelques points qui, d'abord, attestent, à travers cette question du droit de mourir, la manière dont l'éthique de la vie, l'ontologie et l'éthique de la vie chez Jonas font intervenir dans la dimension existentielle des questions qui, chez Heidegger, ne pouvaient pas avoir ce statut. Donc, quelques remarques. Autour de cette question du droit de mourir, le cas que Jonas examine de manière privilégiée, ça n'est pas le suicide, bien qu'il évoque, ça n'est pas non plus le cas du coma dépassé, du coma irréversible, bien qu'il évoque, et qu'il conceptualise, c'est essentiellement la question de la fin de vie. La fin de vie. À juste titre, Joseph avait souligné la différence entre le périr et le mourir. Chez Heidegger, en réalité, il y a un troisième terme, il y a le décédé. Oui. Or, ici, la question, la fin de vie, c'est le périr. C'est dans la logique du vivant. Or, la question de la fin de vie, du périr, qui devient ici une question existentielle fondamentale, à travers, et qui se trouve analysée à propos du droit de mourir, je vais y revenir. C'est la question du périr que je citerai des textes à ce sujet. Heidegger, d'ailleurs, l'un d'entre eux, Joseph l'a cité, le Dasein ne périt jamais, le Dasein ne périt jamais. Ici, l'être, l'homme en tant qu'être, il périt. Il périt, et la question de son périr est une question existentielle. Non seulement ça, mais s'introduisent aussi dans les questions existentielles des questions plus générales relevant de la question des frontières de la médecine. Les frontières de la médecine. La médecine a-t-elle pour objet de rétablir la santé? C'est insuffisant. A-t-elle pour objet de soigner? C'est insuffisant. Parce qu'il y a des extensions de la médecine, et cela intervient, et je cite pratiquement Jonas, la question
de la prévention des naissances, c'est les cas qu'ils donnent, prévention des naissances, de l'avortement, de la stérilisation pour des raisons non médicales, du changement de sexe, voire de la chirurgie esthétique. Ces dimensions-là qui étendent, qui rendent, qui déplacent les frontières de la médecine, évoquent ou interrogent ou suscitent des questions existentielles. Elles étaient d'une certaine manière exclues, je reviendrai sur les textes d'Heidegger tout à l'heure, du champ de la problématique heideggerienne. Ça, c'est le Dasein livré à l'inauthenticité au quotidien et n'affectant pas ou peu sa structure existentielle fondamentale. Donc, premièrement, c'est ces questions. L'introduction des questions de le vide et en particulier la fin de vie qui rentre dans le champ des problématiques existentielles. Deuxième point. Bien entendu, l'évocation de l'art médical, ici, et d'ailleurs, Demas explique pourquoi ce texte sur le droit de mourir est privilégié, une considération privilégiée par rapport à d'autres considérations qu'il aurait pu faire, par exemple sur l'environnement, et par exemple sur une déflagration nucléaire. Il dit une déflagration nucléaire, c'est très simple, il y a un impératif catégorique de maintien absolu de l'humanité. Donc là, il peut y avoir une unanimité éthique fondamentale. La question politique est différente. Mais il n'y a pas de question fondamentale, il n'y a pas de question éthique fondamentale. Là, c'est un interdit total. Bon. La question environnementale, dit-il, il aurait pu l'aborder, mais il ne l'a pas abordée. C'est dans la préface au volume dans lequel se trouve le texte sur le droit de mourir. Il ne l'a pas abordé parce que il y a des problèmes particuliers touchant l'environnement. Premièrement, parce que les risques ne sont pas immédiatement perceptibles. Deuxièmement, et pour cette raison même, il y a un vouloir insuffisant. Et troisièmement, parce qu'il faudrait, il imagine, une science générale de l'environnement, ou une science complète de l'environnement. On n'a toujours pas de science complète de l'environnement, mais on sait que même en l'absence de cette science complète de l'environnement, on peut prendre la mesure en termes de probabilité, même plus en termes de probabilité, des risques que nous encourons. Donc il écarte les deux, il met au centre la question de la médecine, et il met au centre de la médecine parce que les questions touchant l'humanité sont au centre également, sont directement affectées par. Alors le deuxième point, c'est la question des biotechnologies. La question des biotechnologies et la manière dont la puissance technicienne permet, et c'est cela le constat qu'il a fait avec la question du droit de mourir, permet de prolonger la vie au-delà de la demande du patient, au-delà simplement artificiellement, non pas en vue de soigner et encore moins de guérir, mais simplement pour prolonger la vie. La question donc du droit de mourir est également liée au développement des biotechnologies, et de ce qu'elles permettent, à savoir maintenir artificiellement la vie là où il n'y a aucun horizon possible pour le sujet, pour le patient, pour le patient. Et cette question du droit de mourir implique des questions d'ordre déontologique, d'ordre éthique, mais aussi d'ordre juridique. Donc, deuxième type de considération qui, affectant la question du droit de mourir, sont introduites dans une réflexion qui a une dimension existentielle. Ces deux premiers points, ces deux premiers niveaux se réfèrent à un troisième, philosophique. Et j'en reviens à un quatrième également philosophique. Qu'est-ce que le droit de mourir? Y a-t-il un tel droit?
Jonas pose lui-même la question. Quel est le sujet de ce droit? S'agit-il d'un droit moral ou d'un droit, disons, juridique, au sens d'un droit positif? Un sujet peut-il avoir un droit sur sa propre vie? Et quel est ce sujet? Voilà, à un premier stade, les questions qui se posent dans la notion même du droit de mourir. Qu'est-ce que c'est que ce droit? Et Jonas va défendre l'idée d'un droit de mourir, mais d'un droit de mourir qu'il pensera comme à partir d'un droit de vivre. D'un droit de mourir, il va penser à partir d'un droit de vivre. C'est parce que j'ai le droit de vivre que j'ai aussi le droit de mourir lorsque cette vie s'est dégradée au point de ne plus avoir la moindre... Le droit de vivre n'est pas un droit de survie, n'est pas un droit de survie artificiel, n'est pas un droit de survie sans conséquences et sans donc, la perspective de Jonas sur le droit de mourir, c'est une subordination du droit de mourir au droit de vivre, et le droit de vivre, et par conséquent, comme toujours chez lui, la considération de la mort se fait à partir de la vie, et non pas l'inverse, la considération de la vie à partir de la mort. Simplement, le droit de vivre même pose problème. C'est quoi un droit de vivre? Et Jonas le dit, c'est quoi un droit de vivre? Au début de son texte, il montre que la vie, c'est un donné. Je n'ai pas de droit d'exister, de vivre avant de vivre. Il y a l'idée d'un droit de vivre peut paraître paradoxale. Et ce qu'il entend montrer, c'est qu'une fois que je vis, j'ai un droit de vivre. Quand j'existe, vie et existence c'est pareil, pour lui dans le cas d'homme, quand j'existe, j'ai un droit d'existence, d'une certaine manière. Et cela, il le développe également dans les considérations sur la question du choix. Dans un contexte de rareté médicale, il n'y a pas de matériel, de financement tellement énorme qu'on peut répondre à tous les cas. La question, il la traite dans le texte, quel est le principe de sélection? Quel est le principe de sélection? Alors, il va développer des concepts de justice, etc. Mais le principe fondamental, c'est que quand quelqu'un a été engagé dans un processus, on n'a pas le droit d'arrêter. On n'a pas le droit d'arrêter. Par exemple, un dialysé, qu'on a commencé à dialyser, on ne peut pas dire au bout d'un mois, ah mais il y a un plus jeune que lui, on va le virer pour mettre le plus jeune que lui à sa place, parce que c'est plus intéressant de sauver quelqu'un qui a 20 ans que de sauver quelqu'un qui a 40 ans. C'est pas possible. Donc, c'est sur le même principe. À partir du moment où il y a vie, il y a vie humaine, existence, il y a droit. Il y a droit de vivre. Et c'est à partir de ce droit, dit-il, que se fondent les autres droits, y compris même le droit de mourir. Le droit de mourir n'est pas tant une négation du droit de vivre qu'une expression du droit de vivre. Et ça, son effort particulier, c'est de montrer que le droit de mourir n'est pas une négation du droit de vivre, mais une affirmation du droit de vivre, dans la mesure où ce droit de vivre n'est pas simplement un droit d'être maintenu artificiellement en vie indéfiniment et sans objet. Reste que la question se pose toujours. C'est quoi le droit de mourir? Comment un sujet peut-il avoir le droit de mourir? La question du droit, on peut entendre ça ni au sens du droit objectif, ni au sens du droit subjectif. Le droit objectif, évidemment, ce n'est pas le cas, puisque le droit objectif concerne la répartition des choses. Le droit subjectif, c'est le droit de la personne. Comment penser un droit de mourir? Et c'est-à-dire un droit ouvre soit des possibilités d'action, soit des possibilités d'avoir. Or, un droit de mourir, s'il n'est pas négation du droit de vie, il est la négation de toute possibilité d'avoir et la négation de toute possibilité d'action. Donc la question du droit de mourir est une question problématique.
elle intervient chez Jonas, elle apparaît d'abord comme une question liée à une situation existentielle. C'est la question de la fin de vie, principalement. À une question existentielle. Et s'il admet ce principe du droit de mourir, c'est dans la mesure où il y a des institutions, l'institution hospitalière, qui a des missions fixées par le droit et la politique, et dans la mesure où il peut y avoir opposition entre la finalité, par exemple, d'un hôpital telle qu'elle est fixée par la législation et mes exigences personnelles. Par exemple, je suis en fin de vie, je veux mon enterrement, parce que c'est insupportable et que ça n'a pas plus, et puis vous avez l'hôpital qui va vous dire non, on risque un homicide, on ne peut pas suspendre le traitement parce que la finalité de l'hôpital, c'est pas de suspendre le traitement. Et donc, la législation ne nous permet pas. Il y a là une question de fait. En vérité, la question du droit de mourir est soulevée par une situation de fait. Une situation de fait qui fait que l'individu veut affirmer son propre choix, du droit, contre une situation dans laquelle on refuse d'y répondre. Et donc, le droit de vie est également un problème. Il est également un problème sur le plan au sens fondamental. Jonas retourne la question en disant, d'une certaine manière, une fois qu'on existe, on a le droit finalement de continuer à exister ou de vivre, mais la question d'un droit de vivre, au sens fondamental, ne peut pas être pensé. J'ajoute, ça supposerait que je puisse, avant d'exister, avoir la possibilité, avant d'exister, le droit d'exister, ce qui n'est pas possible. J'ajoute que un autre problème, peut-être que une question qui pourrait venir de Heidegger et affecter cette question du droit de mourir. Est-ce que, finalement, affirmer le droit de mourir, ça n'est pas, affirmer le droit de mourir, est-ce que ça ne suppose pas que je me considère moi-même comme, implicitement, comme une chose à portée de la main? Est-ce que ça ne suppose pas que je fasse de moi la propriété de moi-même, en disant que je suis propriétaire de moi et à un certain moment, je peux abandonner cette propriété? Est-ce que ça ne suppose pas implicitement, ça serait ici une interrogation que je pose à l'égard de Jonas, si on prenait ce droit de mourir au sens le plus fort, quel type de sujet serait le sujet du droit de mourir, quel type de rapport ce sujet aurait à lui-même, et ça, c'est un problème fondamental. La question n'est pas abordée du tout dans le texte sur le droit de mourir, parce qu'il est confiné à la question médicale, la question centrale de la fin de vie, etc. Alors, quatrième problème que je voudrais évoquer, simplement, touche là à la question du rapport entre vie et existence. Jonas entend montrer, je l'ai souligné au début, et c'est absolument évident dans ce texte, que les questions existentielles les plus fondamentales se
comporte ou inclut des questions touchant la vie. Et c'est-à-dire que Jonas récuse la distinction heideggerienne entre le vivant d'une part et l'existentiel d'autre part. Cette distinction est formulée par Heidegger, en particulier dans le paragraphe 49 d'Être-État. Heidegger dit « Le Dasein, en tant que tel, ne périt jamais simplement. » Ou encore « Le Dasein ne périt jamais, mais il peut décéder qu'aussi longtemps qu'il meurt. » Il ne peut décéder qu'aussi longtemps qu'il meurt. Et comme l'a rappelé tout à l'heure Joseph, Heidegger distingue le périr, le décéder et le mourir. Il n'y a de mort que pour le Dasein, qui est sa possibilité la plus propre, insubstituable. Je n'y reviens pas, cela a été dit tout à l'heure. On ne peut pas dire du tout qu'il y a chez Heidegger une négation de la mort biologique, mais une subordination des questions biomédicales à l'analytique existentielle de la mort. Toujours dans le paragraphe 49, Heidegger écrit « L'étude biomédicale du décédé est en mesure de dégager des résultats qui peuvent également posséder une signification ontologique, à condition, du moins, que soit assurée l'orientation fondamentale par une interprétation existentielle de la mort. » Autrement dit, ça n'est qu'à partir d'une interprétation existentielle de la mort comme être pour la mort, avec des implications qu'on sait. Ce n'est qu'à partir de ça que, éventuellement, un certain nombre de questions d'ordre biomédical pourraient trouver une signification existentielle, mais avant, il faut savoir ce que c'est que mourir. L'interprétation existentielle de la mort ne saurait, en effet, pour Heidegger, dépendre de ce qui affecte le vivant, et en particulier de la mort biologique. À titre significatif, Heidegger ajoute, au passage que je viens de citer, et dans le même paragraphe, traitant 49, je cite, « À moins que nous devions concevoir la maladie et la mort, même envisagées médicalement, primairement comme phénomènes existentiaux. » Il n'y a pas d'interrogation, c'est une question. Il me semble que ces questions-là, ni la maladie ni la mort, ne sont primordialement des questions existentielles chez Heidegger. Elles ne sont pas des questions. Or, elles sont, chez Jonas, des questions existentielles primordiales. D'une certaine manière, ici, Jonas prend à la fois Heidegger à la lettre et relève son défi. Ni la maladie, la mort, et plus généralement la fin de vie, la maladie, la fin de vie et d'autres problèmes touchant la vie, sont des problèmes originairement existentiels. Quand on prend comme concept fondamental la vie, à ce moment-là, ces questions-là deviennent des questions existentielles. Alors que pour Heidegger, l'interprétation existentielle de la mort est antérieure à toute biologie et ontologie de la vie, pour Jonas, c'est une ontologie de la vie, c'est à partir de l'ontologie de la vie que les problématiques existentielles touchant la mort se posent. C'est pour ça que la question de la fin de vie devient centrale ici, alors que la fin de vie, comme périr chez Heidegger, n'est pas une question existentielle.
Donc, je pense qu'ici, on voit comment dire, la rupture, à la fois la rupture de Léonas par rapport à Heidegger et l'ouverture de l'horizon existentiel à des questions que par ailleurs Heidegger a abordé ou a suggéré ici et là, mais comme ne faisant pas partie de la problématique de l'existence en tant que telle, n'entrant pas dans la question de l'existence, et on voit comment chez Jonas, donc à ce niveau-là, et sur la considération sur le droit de mourir, un certain nombre de questions touchant le vivant entrent dans la problématique existentielle. Si j'avais pu, ce que je voulais faire, développer ces premières considérations, j'aurais développé mes considérations sur 3 points, que je ne ferai pas aujourd'hui. Premièrement, sur le droit de vivre et le droit de mourir, pour revenir sur le caractère problématique de cette notion. Deuxièmement, sur le vivant et l'existentiel. Qu'en est-il de l'existentiel qui inclut les considérations sur le vivant, sur le périr, la maladie et sur le périr. Et enfin, une autre voie pour repenser le souci heideggerien à travers l'idée d'un souci du vivant. Je ne le ferai pas, malheureusement, je me tiendrai à ces quelques considérations.